la projection de croissance de l'exploitation de la donnée, du business de l'exploitation de la donnée entre aujourd'hui et 2030 est estimée grosso modo de 0 en 2016 à entre 450 et 750 milliards de dollars, c'est mondial bien sûr, en 2030. Donc c'est une croissance qui est considérable et qui est bien supérieure à tous les autres domaines de l'automobile, du secteur de l'automobile, que ce soit la construction de l'automobile, la prévente et également la partie partage de véhicules ou nouvelle mobilité. Donc évidemment, ça attire l'attention d'un grand nombre d'acteurs. Ces grands nombres d'acteurs, on y voit dans ma présentation en bas à droite. Donc on a un écosystème qui est de plus en plus complet, qui tourne autour de l'exploitation de ces données. Évidemment, il y a les acteurs traditionnels de l'automobile, les constructeurs, les équipementiers, les réseaux d'après-vente, etc., etc. Mais on va trouver également maintenant les géants de la high-tech, hein, aussi bien les Américains, les GAFA que les Chinois, les BAT. On va trouver les assureurs, on va trouver des fournisseurs de services, mais également un grand nombre de startups qui viennent se greffer autour de ce business en se disant qu'il y a un gros gâteau et qu'il serait intéressant de pouvoir en profiter. Alors, ça s'explique aussi pourquoi. Ça s'explique aussi parce qu'il y a de plus en plus de voitures qui sont connectées. Donc ça, les constructeurs connectent les voitures au monde extérieur. Donc on voit dans le petit graphique, là, en 15 ans, grosso modo, on va passer de 0% à 100%, c'est un ordre de grandeur, de voitures connectées, soit tirées par les exigences d'appel d'urgence, soit tirées par des considérations économiques que les constructeurs espèrent tirer de cette connectivité. Et ça, on le voit, on voit les besoins qui sont décrits en haut à gauche autour de cette connectivité. On a des besoins donc de safety, je viens de rappeler un avec l'appel d'urgence. Il y en a d'autres, hein, la détection de défauts de route par exemple, ou de plaques de verglas ou de conditions atmosphériques particulières. Alors on peut également travailler sur l'amélioration du temps, hein, le temps de parcours. Bien sûr, on connaît ça avec la navigation aujourd'hui, la navigation connectée, mais également le temps pour trouver une place de parking, qui est un temps très important dans les grandes villes. Ensuite, il y a la réduction du coût, alors que ce soit pour les constructeurs, par exemple, puisque ça peut permettre d'optimiser le coût de R&D, de développement des véhicules, mais ça peut être également l'optimisation du coût du parcours pour l'utilisateur, par exemple. Et puis, bien sûr, tout un tas de fonctions de confort, on va dire, avec une amélioration de la connectivité à bord pour de l'infotainment, pour du divertissement, pour obtenir des services de concierge, etc., etc. La liste est illimitée et il n'y a que l'imagination qui donne des limites. Alors, tout ça, bien entendu, ça a des gros impacts sur la filière. Deux éléments clés à retenir. Le véhicule connecté remodèle la chaîne de valeur de l'industrie automobile. C'est ce qu'on a vu. Le véhicule devient une commodité intégrée dans une offre globale de mobilité. Le véhicule n'est plus obligatoirement un objet de possession qu'on souhaite avoir. Ça devient un objet de service. Hein. Ça apporte un service. Et les services, donc, deviennent la principale source de création de valeur, en pourcentage tout au moins, pour la filière automobile. Alors, les conséquences, c'est qu'on a un déplacement de la valeur traditionnelle de la production industrielle vers les services. On a des nouveaux domaines de développement qui apparaissent, qui sont très liés donc aux télécoms et à la gestion de données, avec tout un tas de risques et de contraintes qui sont nouveaux pour la filière, hein, donc la GDPR, la protection des données, la cybersécurité, les royalties des opérateurs de télécom, etc., etc. Et comme dernière conséquence, une rupture concurrentielle, puisque on voit qu'il y a un grand nombre de nouveaux acteurs qui arrivent dans le secteur de l'automobile, qui viennent en particulier du numérique et qui n'ont pas du tout les mêmes pratiques de business model que ce que pratique la filière automobile traditionnelle. Donc ça bouleverse pas mal les modes de fonctionnement. Et enfin, cette rupture concurrentielle peut amener un risque de perte de la relation client,
pour les acteurs historiques de la filière en mettant des intermédiaires entre les OEM et leurs clients traditionnels. Alors, la PFA, bien sûr, réagit à tous ces risques, à toutes ces menaces ou à tous ces risques grâce à ce programme véhicules connectés dont je suis responsable, avec un certain nombre d'activités. Je vais essayer de vous résumer les plus importantes. Alors, on va commencer par l'infrastructure. Comme j'ai dit tout à l'heure, un véhicule connecté, ça démarre par l'infrastructure. Et aujourd'hui, un des enjeux majeurs qui se pointe devant nous, c'est l'arrivée de la 5G. Alors là, pourquoi est-ce que la 5G c'est aussi important pour l'automobile? Eh bien, la 5G répond à tout un tas de critères qui permettent le développement de véhicules autonomes grâce à un niveau de sécurité et un niveau de fiabilité de la connexion qui est incomparable et qui permet de faire du véhicule autonome. La 5G apporte un débit très important qui permet d'avoir des fonctions d'infotainment, de divertissement de bord, avec des films multiples pour le conducteur, les passagers, etc. Donc un débit très confortable. Et la 5G permet une connectivité permanente de tous les instants et à tout endroit, ce qui met vraiment la voiture immergée, je dirais, dans le réseau. Ça devient un objet parmi tous les autres. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça change complètement l'approche habituelle de la voiture qui est isolée, on va dire. Alors, autour de cette infrastructure, on a plusieurs éléments qui sont importants dans lesquels la PFA participe activement. Il y a eu des travaux avec la Commission européenne autour d'un CITS Delegated Act. Donc CITS, c'est pour la connectivité des véhicules intelligents, on va dire. Et il y avait en compétition, en grosso modo, deux modèles. Un modèle basé sur le Wi-Fi qui est traditionnellement porté par les essais de la filière automobile, et puis la 5G. Et les débats ont été tellement contradictoires que la Commission européenne a dû abandonner le projet, faute de trouver une majorité suffisante. Et en fait, tout vient de ce que la 5G n'est pas tout à fait prête, mais arrive dans quelques années. Ce qui fait que nous travaillons beaucoup sur cette activité-là pour nous assurer qu'on pourra l'exploiter au mieux possible dans nos véhicules. Typiquement, il y a des bandes de fréquences réservées, il y a des travaux avec le groupement qui s'appelle 5GAA, qui regroupe les constructeurs automobiles et puis un bon nombre d'équipementiers des télécoms. Donc, nous sommes vraiment très présents là pour nous assurer qu'on pourra tirer le maximum de la 5G pour l'automobile. Et puis en ce moment, hein, on voit bien les fréquences sont attribuées par les États, les fréquences de la 5G, les bandes de fréquences, pardon. Et une des caractéristiques de la 5G, c'est qu'elle permet de la verticalisation, c'est-à-dire qu'elle peut allouer à des industries des bandes de fréquences. Donc, typiquement en ce moment, nous sommes en contact avec l'ARCEP pour savoir si il est pertinent de réserver une bande de fréquences pour la filière automobile avec les nouvelles attributions sur la 5G. Alors ça c'est la partie vraiment telco proprement dite, et puis également nous travaillons sur le déploiement d'un site de test en route ouverte, de telle sorte que les constructeurs et les équipementiers puissent tester l'exploitation de la 5G en utilisation réelle, car aujourd'hui nous n'avons pas encore en France une telle disponibilité. Donc c'est quelque chose qui est en déploiement. On pense arriver à avoir un déploiement terminé pour 2020, 2021 ou plus tard. Donc, programme très important. Et d'ailleurs, à ce propos, Route de France et PFA ont signé un partenariat l'année dernière, et un des axes de ce partenariat, justement, c'est le déploiement des infrastructures de connectivité. Il est très important de pouvoir relier la filière automobile avec la filière de l'infrastructure de l'automobile, de telle sorte qu'on puisse travailler dans la main sur ce type de déploiement. Alors, la protection des données, c'est le deuxième grand chapitre où la PFA est également très présente, donc dans deux axes différents. Le premier, c'est la partie privacy, gestion de la vie privée, protection de la vie privée. Donc, nous travaillons régulièrement avec la CNIL
en particulier sur le projet d'évolution du pacte de conformité du véhicule connecté. Nous travaillons également sur les interactions avec les directives européennes, la GDPR, les besoins de l'automobile pour nous assurer que tout est bien couvert et tout est bien clair. Et nous suivons également la progression des réglementations dans le monde pour nous assurer qu'il y a cohérence entre les différentes réglementations ou pas et que nous sommes capables de les identifier et de pouvoir faire réagir notre filière en conséquence. Sur la cyber, évidemment, beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités au niveau, je dirais, dans tous les pays, comme vous pouvez le voir dans ma petite affiche en bas à droite, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine. C'est vraiment un souci mondial. Donc, beaucoup d'initiatives. J'en citerai deux. L'ISO 21434 au niveau européen, dans laquelle nous sommes très présents pour nous assurer de la cohérence de la définition avec les besoins de protection de nos données. Et puis, de la même manière, au niveau américain, avec le Spy Car Act, je vais y arriver, excusez-moi, de la même manière, nous sommes présents également pour nous assurer de la cohérence des demandes et puis de nos capacités à faire et de l'intérêt à bien protéger nos clients. Enfin, la partie gestion des données proprement dite, qu'est-ce qu'on fait des données, l'exploitation, l'utilisation de la donnée. Donc là également, beaucoup d'activités. Alors, il y a beaucoup d'activités autour de la définition qu'on appelle l'extended véhicule, c'est-à-dire la manière dont les données peuvent être exploitées à l'extérieur du véhicule pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Ça, c'est fondamental. Il est hors de question que l'exploitation de données puisse risquer la vie des passagers d'un véhicule. Pour nous assurer qu'il n'y a aucune discrimination sur l'accès aux données, conformément aux différentes réglementations, et pour nous assurer du respect de la vie privée, conformément à la RGPD. Donc, on a défini un certain nombre de normes définissent l'usage que l'on peut faire, ou tout au moins la mise à disposition des données dans les différents cas d'usage d'exploitation, de telle sorte qu'il n'y ait aucun risque dans cet usage, justement. Donc ça, c'est la partie mise à disposition. Et puis, derrière, nous travaillons également avec des fournisseurs de ce qu'on appelle des neutral serveurs, qui sont en fait des infrastructures qui permettent d'agréger les données de différents constructeurs et les mettre à disposition de qui veut bien les utiliser et les payer, parce que bien sûr, ce n'est jamais gratuit. Et donc ça, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en cours et la PFA travaille sur un POC en particulier avec un opérateur français qui se positionne sur ce sujet pour démontrer la bonne faisabilité du processus. Bien sûr, nous travaillons également sur la loi l'homme, enfin, tout au moins sur les ordonnances qui vont avoir lieu sur la loi l'homme, hein, avec l'administration, pour nous assurer de la cohérence de ces ordonnances entre le projet de loi là, qui est en train d'être voté et puis encore une fois les besoins de l'automobile. Nous travaillons également sur les alignements entre les cadres juridiques nationaux et européens, comme je disais, sur le respect de la vie privée et l'exploitation des données. C'est quelque chose qui est très important pour éviter les incohérences. Donc voilà, je vous ai résumé les grands programmes de la PFA. La dernière partie va plutôt se focaliser sur ce que la PFA a imaginé comme étant tous les sujets d'innovation qu'il faudrait traiter pour adresser le véhicule connecté. Donc vous allez retrouver un certain nombre de programmes que je viens de décrire qui sont des programmes actifs. Bien sûr, tous les autres sujets sont des sujets qui sont ouverts et sur lesquels nous n'avons pas activé en règle générale pour des simples raisons de priorité. Donc, premier usage très important, c'est l'interface homme-machine. Donc, l'interface homme-machine, c'est bien sûr l'interaction entre le véhicule et les utilisateurs, les conducteurs ou les passagers. Donc là, beaucoup d'évolutions apportées soit par la connectivité, soit par le futur véhicule autonome. L'IHM doit se plier à ces contraintes ou apporter en tout cas le confort, la sécurité aux passagers, aux conducteurs pour suivre ces évolutions.
Alors, je ne vais pas détailler tous les sujets, vous les retrouverez dans les documents comme ça a été cité en début de présentation suite à la question. Communication de données, donc là, c'est un sujet où, comme je vous l'ai expliqué, on a beaucoup d'activités actuellement. C'est un sujet qui tire très très fort le domaine. Donc les communications, le 5G, le car-to-car, etc. Les nouveaux mobiles, alors les objets de mobilité pour tous, donc là c'est s'assurer qu'on n'aura pas de rupture entre ce que la technologie apporte et ce que les utilisateurs, les conducteurs, les passagers sont capables d'appréhender. Donc il faut nous assurer que la technologie, elle est en faveur de l'utilisateur et ne va pas lui rendre la vie plus compliquée que ce qu'il a aujourd'hui. Donc ça, c'est très important. La technologie doit apporter de la simplicité. Donc, on est d'accord, ce n'est pas toujours le cas pour le moment, mais c'est l'effort qu'on essaie de faire. Et enfin, les nouveaux usages, les nouveaux services de mobilité. Donc aujourd'hui, ça c'est, comme je l'ai expliqué juste avant, quelque chose qu'on traite essentiellement à travers l'exploitation de la donnée. Donc, infrastructure intelligente, smart city, on est au cœur du sujet. Mobilité as a service également. Traitement, ouverture des données. Cartographie et quantifier les données sont des sujets vraiment vraiment sur lesquels nous portons toute notre attention et nos programmes. Voilà, j'en ai terminé. Je pense donc qu'on va pouvoir passer à la dernière partie. Sur effectivement les questions-réponses. Donc libre à vous, participants, de poser vos questions dans le chat, et du coup je relayerai auprès de Tony Jo vos questions pour qu'il puisse y répondre. Je vais commencer par ouvrir moi le bal des questions. Effectivement, on a vu qu'il y avait des nouveaux entrants du domaine de numérique qui risquaient d'impacter fortement la chaîne de valeur. Quelle est la position des constructeurs et équipementiers français par rapport à ces géants du numérique qui arrivent? On est plutôt sur un mode de collaboration, ou c'est plutôt le loup dans la bergerie et les constructeurs essayent au maximum de les tenir à l'extérieur du véhicule? Alors, effectivement, c'est une question très importante que tout le monde se pose. Enfin, la réponse est en deux parties. La première chose, c'est que comment nous avançons. Donc, on a quasiment terminé la normalisation de la mise à disposition des données du véhicule vers le monde extérieur, ce qui fait que cette normalisation, elle est valable pour tous les acteurs, y compris les géants du numérique. Donc les géants du numérique exploiteront les données mises à disposition comme n'importe quelle start-up qui voudrait se lancer sur le secteur. Donc ça permet quand même quelque part d'harmoniser les chances entre les différents acteurs, que ce soit des géants ou des start-up, évidemment, indépendamment des moyens financiers qu'on peut mettre en face, mais tout au moins pour l'équité de l'accès aux données. La deuxième partie, c'est que nous sommes, alors, les constructeurs là essentiellement sont bien entendu suivent de très près les besoins du marché qui sont exprimés par les clients, et il est vrai que les clients souhaitent retrouver dans leur système d'infotainment, d'infodivertissement, les habitudes qu'ils ont prises avec leur smartphone. D'où les liaisons qui se font de plus en plus nombreuses avec Google, avec Apple je dirais dans le monde occidental, ou avec les équivalents BAT dans le monde chinois, pour reproduire dans les systèmes d'infodivertissement les fonctions des smartphones. Donc forcément, quelque part, vous ouvrez en partie la porte, une porte directe aux géants, aux GAFA et aux BAT. Après, oui, c'est la petite partie grise là où il y a encore, c'est la partie B2B. Donc c'est du gré à gré, c'est du contrat gré à gré entre les constructeurs et puis leurs fournisseurs, leurs équipementiers, quels qu'ils soient. Donc là, c'est à eux de gérer la relation du mieux possible. Très bien. Autre question qui concerne la route ouverte. Est-il prévu qu'elle soit numérisée pour être ensuite utilisée dans les logiciels de conduite virtuelle comme CarMaker? Alors, ouais, c'est une bonne question. Je ne sais plus si j'ai
Voilà. Aujourd'hui, dans nos systèmes de navigation, nous avons déjà les routes sont entièrement sont numérisées, tout au moins sous forme vectorielle, hein, c'est-à-dire sous forme d'axes pour aller d'un point à un autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre de détails énorme concernant la route, mais suffisant pour pouvoir guider d'un point A à point B. Maintenant, nous travaillons sur de la cartographie haute définition pour nous assurer à la fois que le véhicule puisse savoir exactement, par exemple, sur une autoroute, sur quelle voie il est positionné. Typiquement, lorsque un véhicule devient autonome et qu'il doit sortir de l'autoroute, il vaut mieux s'assurer que le véhicule est sur la voie de droite plutôt que sur la voie de gauche. Donc, c'est très important de savoir sur quelle voie il est. C'est un exemple simple, hein, mais voilà, c'est révélateur. Et puis, on a besoin d'avoir tout un tas d'informations de nature sur l'incidence des virages, sur les angles de montée ou de descente pour optimiser les parcours, par exemple, de véhicules électriques et l'autonomie des parcours en véhicules électriques. Donc oui, on travaille sur cet aspect jumeau numérique avec les grands cartographes pour nous assurer que les données seront bien à disposition des véhicules autonomes. C'est plutôt ça qu'on vise. Ok, très bien. Question suivante qui concerne de nouveau les données. D'un point de vue légal, les données appartiennent au propriétaire du véhicule. Comment avoir accès librement à ces données sans entrer dans des débats complexes sur le type de données accessibles? Oui, alors ça c'est très très simple. Les données ne remontent que si le conducteur autorise cette remontée de manière formelle. Donc tant qu'il ne l'autorise pas de manière formelle, les données ne remontent pas. Par contre, bien entendu, si les données ne remontent pas, lui-même n'est pas localisé, donc il ne peut pas avoir accès, par exemple, à de la navigation connectée. Ça, c'est un peu logique. Donc, tant qu'il n'a pas donné son accord formel, les données ne remontent pas. Une fois qu'il a donné son accord formel, toute l'exploitation qui en est fait derrière est anonymisée. C'est-à-dire que les constructeurs, dans le modèle que je vous ai montré de l'extended véhicule ici, anonymisent les données de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir d'identification, de relation entre la donnée et le véhicule ou l'objet qui se connecte, qui envoie ces informations. Donc ça, c'est totalement anonymisé. Ok. Et j'ai une question subsidiaire. Comment va se gérer le changement de propriétaire du véhicule? Eh bien, de la même manière, il faut effectivement passer sur. Alors, il y a deux. Oui, je vais être un petit peu plus précis, excusez-moi. Il y a deux manières de faire. La plus simple, c'est en fait quand vous avez votre véhicule dans votre système d'infodivertissement, vous avez une case à cocher pour autoriser la remontée des données. Donc, quand vous passez votre véhicule à un nouveau propriétaire, le nouveau propriétaire peut décider ou pas de cocher cette case ou de la décocher. Après, il y a aussi un contrat, la partie contractuelle au niveau téléphonie, hein, qui doit se passer d'un utilisateur au suivant, d'un propriétaire au suivant. C'est-à-dire qu'en règle générale, les OEM offrent, entre guillemets, un certain nombre d'années d'abonnement avec le prix de vente de la voiture. Au-delà de cette offre, de ces années d'abonnement, le propriétaire de la voiture, quel qu'il soit, doit renouveler son abonnement comme il le fait avec son smartphone. Donc, quand il y a changement de propriétaire, il y a changement d'abonnement. D'accord. Question de nature bien différente. Que pensez-vous du partage de la puissance de calcul dans les véhicules? Excusez-moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Vous voulez bien répéter la question? Alors, je lis texto. Que pensez-vous du partage de la puissance de calcul dans les véhicules? Alors, j'imagine qu'on parle de la mutualisation on parlait tout à l'heure des nombreux organes consommateurs en puissance de calcul. On parlait en terabits. J'imagine que C'est ça. c'est écho à l'introduction. Oui. Que pensez-vous de la mutualisation des puissances de calcul?
alors, j'espère répondre correctement à la question parce que je suis pas sûr de l'avoir bien comprise. Aujourd'hui, effectivement, dans un véhicule, on peut avoir plus de 50 calculateurs, hein, plus de 50 microcontrôleurs ou équivalents présents. Chacun d'entre eux se partage cette puissance de calcul. Hein. Chacun d'entre eux traite les informations qu'il a à traiter de manière locale et partage ces informations soit avec d'autres calculateurs qui sont en réseau dans la voiture, soit avec le cloud pour les fonctions de connectivité dont on a parlé tout au long de cette présentation. Voilà, donc je ne suis pas très sûr de comprendre la question. Là. Je suis désolé si la personne qui a posé la question veut bien la reformuler. Ça me fera un plaisir de répondre, mais là, je ne suis pas très sûr. Ok, on va attendre la reformulation. Ouais, Ça m'amène à une question qu'on m'a posée il y a quelques semaines de ça, sur le partage de la puissance de calcul entre d'un côté le véhicule et de l'autre l'infrastructure. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a déjà des grandes orientations en termes de d'où va se trouver la puissance de calcul? Ouais. Alors, aujourd'hui, la connectivité des véhicules étant relativement limitée, la totalité de la puissance de calcul des besoins du véhicule se fait on-board, c'est-à-dire se fait dans la voiture avec de l'embarqué. Maintenant, la connectivité devenant de plus en plus performante, on voit l'apparition ces dernières années de calculs débarqués. Je pense en particulier à deux applications emblématiques sur ce sujet. La navigation connectée, où les calculs se font dans les serveurs des opérateurs de navigation et non pas dans la voiture. Et la reconnaissance vocale, où la tendance est de faire le plus possible de calcul de la compréhension de la commande en débarqué, donc dans les serveurs des opérateurs de reconnaissance vocale, et non pas en embarqué. On ne le fait en embarqué qu'en mode dégradé quand la connectivité est interrompue. Donc, les deux se balancent. En règle générale, on va essayer de garder ce qui est dans le véhicule, tout ce qui est dans le véhicule en termes de calcul pour la partie nécessaire en calcul de proximité, où on a besoin d'un temps de réponse assez court, ou alors on a d'énormes débits de données à véhiculer, donc qui ne font pas beaucoup de sens si on peut faire le calcul en local, et utiliser de la puissance de calcul extérieure quand on manipule des volumes de données du type qui ne sont pas propres à la voiture. La navigation, ce n'est pas propre à la voiture. La reconnaissance vocale, ce n'est pas propre à la voiture. Ce sont des bases de données très importantes qu'on exploite pour rendre un service vers la voiture, mais qui ne sont pas propres à la voiture elle-même. Donc la répartition se fait plutôt comme ça. Après, de toute façon, c'est en finale un bilan économique sur la somme des deux. Néanmoins, la tendance n'est pas à l'arrêt de la croissance de la puissance de calcul embarquée dans la voiture, je peux vous dire, c'est plutôt le contraire. Ça grimpe très très vite. D'accord. Autre question, quelle est la position des constructeurs vis-à-vis de l'open data? Peut-on s'attendre à avoir un accès anonymisé ou restreint des données réelles pour permettre à des tiers d'imaginer de nouveaux usages? Oui, c'est exactement ce que j'ai dit, donc c'est exactement ça. De toute façon, je veux dire, il n'y a pas de, c'est une obligation, donc les constructeurs se plient à cette obligation et ils le font à travers ces normes d'extended véhicule. Ils mettent à disposition, alors c'est pas gracieux, hein, bien entendu. Il y a une définition, je crois que je ne sais plus quel est le terme exact, mais c'est avec un prix raisonnable, quelque chose comme ça. Donc, les constructeurs mettent à disposition les données qui sont disponibles dans la voiture à qui veut les utiliser à travers ces normes pour pouvoir garantir justement la sécurité des personnes et des biens, ce qui est notre souci, un de nos soucis, bien entendu, les plus importants. Il est hors de question. Aujourd'hui, on voit fleurir tout un tas de petits dongles qu'on peut brancher sur les ports de la voiture, en particulier le port OBD. Ces dongles sont très dangereux parce qu'ils ne sont totalement pas protégés contre les attaques cyber hein, et de ce fait, un hacker peut très bien prendre le contrôle de la voiture grâce à ce genre de petit dongle qui vient se greffer dessus. C'est un petit peu embêtant. Donc, bien sûr, nous tenons à la sécurité de nos clients et c'est hors de question qu'on se plie à ce genre de choses. Donc, on met en place toutes les protections qui vont bien pour toujours être à l'état de l'art de ce côté-là. Et donc, ces normes permettent de répondre à cette question
Et à travers ces normes, donc, les données sont à disposition de qui veut bien les utiliser. D'accord. Et via quel canal? Est-ce qu'il y a déjà une plateforme ou est-ce qu'il y a déjà... Excusez-moi, Justement, vous parliez ça, de données qui sont d'ores et déjà mises à disposition. Est-ce que oui. c'est bel et bien le cas ou est-ce que c'est à très courte échéance et via quel canal on peut récupérer ces données? Alors, non. Bah, aujourd'hui, c'est essentiellement du B2B, hein, c'est-à-dire que les constructeurs font de la mise à disposition de données avec leurs équipementiers, leurs partenaires. On parlait de Google tout à l'heure, hein, bon, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, l'exploitation de la norme, les constructeurs sont en train de déployer la norme, puisque c'est quelque chose qui vient d'être publié, donc c'est très récent. Donc ces normes sont en train d'être déployées dans les nouveaux produits des constructeurs. Je dirais sous 2 années, ça sera entièrement déployé. Ce qu'on voit apparaître, la difficulté, si vous voulez, c'est que chaque constructeur va mettre ses données à disposition sous un format qui est le sien, quoi. Et donc, d'où l'intérêt de ces offres de neutral serveur qui vont se mettre en face de tous les constructeurs, cette fois, quels qu'ils soient, et qui feront la plateforme d'accès aux services. Donc, il y a plusieurs moyens, hein. Comment quelqu'un qui veut accéder aux données aujourd'hui peut aller directement faire un contrat B2B avec l'OEM, ou peut passer à travers ces normes d'extended véhicules dans la mesure où elles sont déployées. Comme je vous dis, c'est en cours, hein, forcément, ça vient d'être normalisé. Ou utiliser une plateforme qui sont également en train de se déployer. On a des proof of concept qui sont en cours pour montrer que ça fonctionne bien. Et ces plateformes, elles, auront comme objectif, par exemple, de donner des informations. La même information, par exemple, je dis n'importe quoi, la vitesse sera sous un format strictement identique, quel que soit le constructeur. Donc, ça sera plus facile pour l'exploitation, sera rendue plus facile derrière. D'accord. Ça sera déployé sur quel calendrier? Écoutez, la visibilité que j'en ai, moi, je dirais, c'est la mise la mise en place des normalisations. Vous savez, c'est les chiffres mobiles, donc en gros, c'est 3 ans, quoi, maximum. Après, les neutral serveurs, je ne sais pas. Je sais qu'il y a déjà quelques offres, hein, celles que vous avez sous les yeux là. Caruso, Autonomo, etc., sont déjà des offres qui commencent à se construire. Caruso, c'est un allemand, par exemple, et qui a une offre. Hein, vous allez sur Internet, vous allez voir. Et Caruso signe des accords avec quelques OEM, comme BMW, je crois. Bon, voilà. Donc, ça bouge. La PFA est en train de faire un tout à l'heure parce que bon, c'est quand même pas mal aussi d'avoir un acteur français dans la liste, pas que des étrangers, là, pas que des Allemands. Pour nous assurer que ça fonctionne, enfin que ça fonctionne bien. Alors voilà, donc je ne sais pas vous dire à quelle vitesse ces neutral serveurs vont se développer. Il commence à y avoir des offres. D'accord. Autre question, quand pensez-vous que les véhicules électriques répondront à la norme ISO 15118? Où en est le paiement de la charge avec le véhicule? Oula, alors la norme ISO 1518, si quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est, je suis preneur. Je ne suis pas un pro du véhicule électrique. Est-ce que c'est la norme de connexion de recharge? Est-ce que quelqu'un sait me dire? Alors attendez, je vais googliser rapidement. Ah oui, donc, moi si je fais ça, je perds l'écran. Donc, Alors, bon, je vais lancer une autre question, le temps d'éplucher, parce que oui, d'accord. sinon ça me... je suis sur des textes qui sont un petit peu pas simples. Euh, Quel est l'impact de ces nouvelles normes sur le développement et la validation des systèmes de véhicules pour un constructeur ou un équipementier? J'imagine qu'on parle des normes de mise à disposition des données. Oui. Je veux dire, ça fait partie du cahier des charges de nos produits et donc c'est quelque chose qu'on valide comme n'importe quelle autre norme qu'on a appliquée. Et Dieu sait qu'on en a des quantités pas possibles. Donc ça ne change pas grand-chose.
D'accord, oui, donc vous considérez que, on va dire, c'est transparent, C'est vous, partie du quasiment, produit dans votre... intrinsèque. Tout à fait. D'accord. Alors, la norme en question, je reviens en arrière, ISO Oui, 1518, c'est sur le BMS à la charge intelligente du véhicule électrique. Donc, j'imagine que c'est la exactement. communication borne-véhicule. Oui, ouais, c'est ça. Oui, bah oui, probablement. Franchement, je suis désolé, là, je ne sais pas répondre. Je ne connais pas du tout ce domaine, donc je ne saurais pas vous répondre. Désolé. Alors, tout. Les acteurs de la filière ont-ils des programmes pour limiter le volume de données générées par les capteurs en travaillant sur de l'IA at the edge, ou est-ce qu'il est envisageable que le volume de données utilisé se réduise à terme? Bah, en fait, la génération des données qui est faite par les capteurs, ce sont des données, quand on donne ces chiffres-là, ce sont des données brutes. Évidemment, si on prend, je sais pas moi, une caméra qu'on utilise, soit une caméra de recul, soit les caméras utilisées pour les aides à la conduite, euh, les données qui sont issues de la caméra sont instantanément traitées par le calculateur local, ce qui fait que la production qui en résulte de données efficaces peut être beaucoup plus faible que la production brute de données à l'issue des capteurs. Donc, les chiffres qui sont mentionnés là, ce sont des chiffres bruts et non pas post-traitement local. Je vois voilà, un LIDAR 70 mégabits par seconde ou mégabits par seconde. C'est pré-traitement, c'est avant le traitement. Une fois qu'on a fait le post-traitement, on ne conserve que les données dont on a besoin ou les informations dont on a besoin. Donc ça réduit considérablement la quantité d'informations à traiter dans les calculateurs, heureusement. D'accord, ok. Je vous invite à poser vos dernières questions via le chat. On va pas tarder à conclure. Moi, j'en ai une de mon côté, le temps que les dernières questions arrivent. Est-ce qu'on a une idée du chiffrage de l'infrastructure qui sera nécessaire pour le véhicule connecté? Et qui le Bonne question. supportera? Deux bonnes questions. Alors, c'est aussi l'intérêt des programmes de test qu'on essaie de mettre en place, c'est pour nous assurer de la densité en capteurs dont on a besoin. Il existe quelques chiffres aujourd'hui, mais comme je ne les ai pas vérifiés, je préfère pas vous les communiquer. Mais on commence à manipuler quelques ordres de grandeur avec nos partenaires. Je voudrais juste qu'on puisse s'assurer dans nos séquences de tests que ces ordres de grandeur sont réels et correspondent bien aux besoins du marché. Donc ça, je dirais, on en saura un peu plus quand on aura mis en place nos circuits. Et la deuxième question, c'était sur qui paye. Alors ça, c'est relativement simple. Vous pouvez vous connecter à travers trois mécanismes, enfin, deux mécanismes et essentiellement, dont un qui se coupe en deux. Alors, le premier, c'est vous connecter à travers les réseaux traditionnels des opérateurs de télécom, donc qui paye, voilà, c'est vous, quand vous vous connectez à l'opérateur de télécom. L'opérateur de télécom, lui, il installe ses antennes un peu partout, donc qu'il ait des voitures en plus ou en moins, très bien, il sera content. L'autre moyen, c'est de se connecter c'est d'avoir des liaisons point à point avec des infrastructures routières. Et là, il y a deux cas de figure, comme je disais. Premier cas de figure, vous êtes sur une route avec une route à péage. Hein. Donc, il y en a, je ne sais plus combien, 10 000 km en France ou 9 000. Donc, sur ces routes à péage, il y a une obligation de service par les opérateurs de ces routes et, bien sûr, qui paye, c'est l'utilisateur. Donc, pour ces routes-là, c'est relativement facile de faire l'équipement parce que en final, c'est l'utilisateur qui va payer plus cher pour pouvoir avoir ces informations sécuritaires supplémentaires. Par contre, sur les routes non payantes, qui sont je ne sais plus combien de millions de routes qui restent, un ou deux, là, ce sont les opérateurs routiers qui, a priori, brutalement comme ça, n'ont pas obligatoirement d'argent pour faire ça.
Donc, ça risque de mettre un certain temps avant de se déployer parce qu'il n'y a pas de vrai business model encore mis en place. Donc, évidemment, tout va dépendre de l'émergence du cas d'usage. Je cherchais le mot en français, excusez-moi. Tout va dépendre de l'émergence des cas d'usage qui vont conduire à un business model rentable, qui vont donc permettre aux opérateurs non financés d'investir avec un retour sur investissement correct. Aujourd'hui, on est en train de chercher. D'accord, très bien. Bon, bah, écoutez, il va être temps pour nous de conclure. Je passe juste une dernière planche de conclusion, si mon ordinateur veut bien marcher, ce qui est le cas, voilà. Vous la reconnaissez. Bah, écoutez, si vous souhaitez, vous participants, aller plus loin sur les besoins d'innovation de la PFA, qui ont été en tout cas identifiés par la PFA au nom de la filière, je vous invite à consulter la page Innovev dont vous trouverez le lien via ce mail, via cette DAPO. Ça va vous permettre deux choses. Un, consulter les fiches de manière exhaustive des sujets qui ont été identifiés par les experts de la PFA. Et deux, proposer des innovations qui peuvent correspondre aux défis qui ont été identifiés. En complément, une bonne partie de la problématique de l'innovation est dans son financement, qui est le corps de métier des pôles de compétitivité. Il y a un certain nombre de dispositifs qui existent et qui nécessitent de mettre en place des partenariats technologiques. C'est le cœur de métier des pôles de compétitivité. Donc, si vous souhaitez en savoir plus ou vous avez l'intention de vous positionner sur des dispositifs et chercher à compléter des consortiums, eh ben, je vous invite à contacter les pôles de compétitivité, dont vous trouverez voilà, les contacts sous les yeux en fonction de votre territoire. Et c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour votre participation à ce webinaire et tout particulièrement Tommy Jo pour son intervention. Écoutez, bonne journée à tous et à bientôt. Merci à vous.